De nouveau, les hommes ont repris la mer. Une véritable armada barre l'horizon de la Méditerranée. Saïd progresse dans une coursive à la recherche du sergent. Bien sûr, il y a cette tablette de chocolat qu'un tirailleur lui a promis s'il apprend de Martinez la destination du Liberty Ship. En réalité, ce qui préoccupe le grenadier, ce n'est ni le chocolat, ni le port d'arrivée, mais la dette qu'il a envers son supérieur. Saïd pénètre dans la petite cale réservée aux sous-officiers vers l'avant du navire. Il parcourt la travée de couchettes superposées et s'arrête à la hauteur du sergent, allongé, les yeux clos. Il hésite à le réveiller. Il renonce finalement. Mais Martinez ouvre les yeux. « Qu'est-ce que tu fous là ?» L'autre, intimidé, le regarde s'asseoir et se frotter le visage, encore bouffi de sommeil. « Je voulais te dire merci, sergent. Tu as risqué ta vie pour moi. » Martinez le fixe, silencieux. « Tu sais faire le café ?» Sans attendre de réponse, le sergent fouille son pactage et en sort une cafetière de fer blanc, toute cabossée, qu'il tend à Saïd. « Après, tu iras me nettoyer mes chaussures. Si je suis content de toi, tu passeras première classe. » Le visage de Saïd s'illumine. « Tu ne seras pas déçu, sergent. » Il s'éloigne vivement, puis se souvient de la tablette de chocolat et revient sur ses pas. Il y en a qui disent qu'on va vers le Pacifique, d'autres qui disent qu'on rentre chez nous. Tu sais, toi, sergent ? Martinez secoue la tête pour dire non. C'est tant pis pour le chocolat. Saïd hausse les épaules. On ne nous dit jamais rien à nous. Le sergent ne peut que partager son amertume. Dans la grande cale bondée de soldats, les hommes discutent, jouent aux cartes et aux dominos, à même le sol. Les fifres et les tambourins de la nouba se mêlent aux chants des goumiers qui frappent dans leurs mains ou sur des derboukas. Assis dans un coin, Abdelkader renonce à se concentrer sur son livre. Quand arrivent les marmites, il rejoint les sous-officiers qui organisent les 2 files d'attente pour la distribution. L'une des files n'est constituée que de Français. Dans l'autre se mêlent Algériens et Tunisiens, Sénégalais et Marocains. Un Sénégalais tend sa gamelle vers la marmite et remarque un panier qui déborde des tomates. Chaque Français en prend une au passage. Le tirailleur allonge la main pour se servir. Mais l'homme qui distribue les rations l'interpelle. « C'est pour les Français, les tomates. Pourquoi nous, on n'en a pas ?» L'autre hausse les épaules indifférent. « Parce que vous êtes des esclaves. » L'Africain se fige. Son regard transperce le truffion. Puis il le saisit à la gorge. Autour d'eux, les soldats s'écartent. Le silence se fait. Martinez s'interpose. « Lâche-le !» Le tirailleur s'exécute, desserrant lentement son étreinte. L'homme du ravitaillement se réfugie derrière ses gamelles, peinant à retrouver son souffle. Alors que Martinez le tance. « Toi, tu es à la cuisine, et lui, il tient le fusil. » Il fait cependant signe aux Sénégalais de s'en aller sans faire d'histoire. Abdelkader regarde l'homme s'éloigner en maugréant et s'avance vers son supérieur.
Pourquoi les tomates ne sont-elles pas pour tout le monde, sergent? Le Sénégalais fait volte-face. Les Français ont tout ce qu'ils veulent. Nous, on nous donne comme à des cochons. Martinez ne peut tolérer d'être pris en défaut devant ses hommes. Il fixe son caporal. Tu n'es pas content, Belaïdi? Il lui arrache sa gamelle des mains et balance son contenu par un hublot. Abdelkader, le visage fermé, se dirige alors vers le panier de tomates, l'enjambe et sans colère apparente, froidement, piétine les légumes. Personne n'en aura. Saïd, Messaoud et le reste de la section sont bouche bée. Tous guettent la réaction de Martinez. Celui-ci peine à se dominer. Mais le bruit des gamelles que les tirailleurs entrechoquent pour clamer leur mécontentement s'intensifie. Il quitte brusquement la cale, une inquiétante détermination peinte sur le visage. Les hommes félicitent Abdelkader, qui ne désarme pas. Parfois, on n'a pas de viande, soi-disant parce que c'est du porc. Tout est prétexte. Mais Saoud renchérit. Et le vin? On n'a pas de vin non plus. Le roux s'avance vers le soldat chargé de la distribution du vin. Serre-les et puis merde. Les hommes tendent joyeusement leur quart vers le tonneau, puis trinquent ensemble. Des vivats s'adressent à Abdelkader. La liesse est stoppée net par le retour de Martinez, cette fois accompagné du capitaine Durieux. Les tirailleurs se redressent et se mettent au garde-à-vous. Fendant la foule, les deux hommes se dirigent vers le caporal. Le capitaine le dévisage longuement. « Qu'est-ce qui t'a pris? Un soldat de ta valeur. » Mon capitaine, avec les Français, on combat sous le même drapeau, contre le même ennemi. Il faut partager les tomates aussi. Il a parlé sans ciller et attend de Durieux qu'il prenne position. Ce dernier, désarçonné par la franchise du caporal, consulte Martinez du regard avant de se prononcer. Dorénavant, quand il y aura des tomates, elles seront pour tout le monde. Des applaudissements et des cris de joie accueillent sa décision. Abdelkader triomphe. Il toise Martinez, dont le visage demeure fermé. Un nouveau chargement de tomates a été rapporté à l'entrepôt. Messaoud en lance une à son caporal, qui la croque en souriant. Quand un craquement d'électricité statique le fait sursauter. Comme les autres, il se tourne vers le haut-parleur, d'où sort la voix émue du colonel. « Mes enfants, vos souffrances, vos blessures, tant de peine et de sang répandus ont payé assez cher votre droit d'être de ce voyage. Nous rentrons chez nous. Voici la France. » Des hurrahs emplissent la cale. Les gamelles et les cars volent en tous sens, alors que les soldats se ruent vers les ponts supérieurs. Seul, dans la cale désertée, Yassir et son frère continuent de manger. Larbi tend l'oreille, un moment tenté de rejoindre les autres, mais le regard autoritaire de son frère l'en dissuade. « Ça va être froid, mange. » Larbi enfourne docilement une bouchée, mais se lève subitement, n'y tenant plus, et file vers le pont. De toutes les coursives, de toutes les écoutilles, jaillissent des soldats, officiers, sous-officiers, qui se précipitent vers le bastingage. Chacun, oubliant son grade, joue des coudes pour entrevoir la côte française qui se dessine au loin. Messaoud se tourne vers l'Abdelkader. « J'ai rêvé toute ma vie de ce pays.
Yassir n'a pas bougé. Dans la cale, des échos assourdis de la Marseillaise lui parviennent. Mais cela ne le concerne pas. Ce n'est pas pour la France, ni pour son drapeau qu'il se bat. Avec son butin de guerre, son jeune frère pourra quitter leur village et se marier. C'est pour cela qu'il est là, qu'il obéit aux ordres et supporte les injures. Le caporal Belaïdi et les officiers français peuvent toujours le traiter de sauvage. Le 16 août 1944, les premières troupes de tirailleurs débarquent sur la plage de Cavalère, près de Saint-Tropez. Depuis son bunker au cœur de l'Allemagne, le Führer donne l'ordre de défendre Toulon et Marseille jusqu'à la dernière cartouche. Les combats font rage. Dans la cité phocéenne, les tirailleurs algériens, appuyés par les cuirassés et aidés des FFI, progressent pied à pied dans les venelles entre les petites maisons blanches du quartier d'Andoum. Ils ont pour objectif l'énorme batterie allemande installée devant Notre-Dame de la Garde, en haut de Saint-Victor. Une mitrailleuse embusquée interdit tout passage à Abdelkader et ses hommes, tapis derrière un muret dont le plâtre vole sous les ricochets des balles. Les deux nouvelles recrues qui ont rejoint le groupe luttent contre la panique, courbées sur leurs mitraillettes, scrutant les encoignures, les fenêtres, toutes les cachettes d'où pourrait surgir la mort. Sur un signe du caporal, tous s'engouffrent dans une ruelle latérale, déserte, puis arrivent sur une petite place totalement silencieuse. Abdelkader est perdu, désorienté, dans le dédale des quartiers marseillais. Depuis le deuxième étage d'un immeuble à la façade criblée de balles, une vieille femme lui indique une impasse, fermée par un mur ocre avec une porte basse. « Passez par là, on va vous aider. » Suivant son conseil, le groupe s'engage dans la voie ombragée. La porte s'ouvre prudemment sur un petit homme d'une cinquantaine d'années. Interdit, il regarde les soldats maghrébins, puis s'avance vers Abdelkader, qu'il embrasse chaleureusement. « Vous êtes le premier soldat français que je vois. Merci, merci. » L'homme appelle sa femme, qui les rejoint avec une bouteille de vin radieuse. Malgré la tension, les hommes ne résistent pas au bonheur de trinquer avec le couple. Seul Abdelkader regarde inquiet du côté de la porte, basse et de la petite place. Soudain, une balle venue d'un toit frappe le Marseillais à la tête. Il s'effondre sur le trottoir. Saïd saisit la femme aux épaules pour l'entraîner à l'abri, mais elle se dégage et se précipite sur le corps de son mari. Un des bleus met genou à terre, autant pour la protéger que pour fournir un appui à son fusil pointé vers les toits. Mais le tireur allemand est plus rapide et l'atteint en plein thorax. Abdelkader arrache la femme en pleurs au cadavre de son mari et pénètre dans la maisonnette du couple, à la suite de ces hommes qui abandonnent le corps de leurs camarades. Dans la pénombre, Messaoud se dirige à travers l'enfilade de petites pièces au papier peint fleuri jusqu'à une fenêtre coffrée par des volets à vantaux, d'où il repère très vite le soldat embusqué sur le toit de l'immeuble d'en face. Il le met en joue et tire à travers les persiennes. Une gerbe éclate, jaillit de la poitrine de l'homme qui vacille, puis tombe du toit. Alors que les hurlements déchirants de la malheureuse femme retentissent, les canonnades se poursuivent de toutes parts, du Prado à l'est au Vieux-Port à l'ouest, convergeant vers la basilique. Abdelkader et ses hommes quittent le labyrinthe pentu des rues d'Andoum et débouchent sur la large perspective du boulevard Périer, où des troupes nombreuses sont massées entre les chars qui ravagent le bitume craquelé en progressant.
De loin, le caporal reconnaît Martinez et fonce sur lui à travers l'infernal raffut des moteurs et le clinquetement des chenilles pour lui confirmer que les rues avoisinantes sont truffées de soldats embusqués. Un jeune FFI est là qui suggère au sergent un itinéraire plus sûr à travers des caves abris et des passages souterrains. Martinez approuve. Sûr de lui, le jeune homme guide l'unité du sergent de réduits humides en égouts clapotants mais toujours à couvert. Rapidement, la section se dirige vers Notre-Dame-de-la-Garde et finit par ressortir derrière les murs d'une courette de la montée de l'Oratoire. La colline aux pierres blanches apparaît enfin à Martinez et ses hommes. Un char allié arrive devant les escaliers de la basilique au même moment, mais il est pris dans des tirs de lance-flammes. Il s'embrase aussitôt, bûcher métallique en fusion, d'où s'échappent les hurlements épouvantables des hommes piégés dans la fournaise. Martinez, ébranlé par ce spectacle effroyable, s'efforce de se reprendre et se concentre de plus belle sur les blockhaus et des pièces d'artillerie allemande que lui indique le jeune FFI. Une autre section les rejoint. Les voltigeurs repartent à l'assaut, mais la colline dégagée n'offre aucune protection aux rafales des mitrailleuses allemandes. C'est un massacre. Les rescapés se réfugient dans les anfractuosités du chemin qui serpente en direction de l'église blanche. Mais le nombre est pour eux, et les militaires allemands, usés par les années d'occupation, n'ont plus leur ardeur à vaincre. Les blockhaus, comme autant de stations de cette montée au calvaire, sont un à un désarmés. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.